Bonjour les amis, on se retrouve ici pour la partie 2 de mon invention, le propulseur à transfert d'énergie cinétique. Alors je fais cette seconde vidéo pour deux raisons. La première, c'est que j'ai lu les commentaires sous la première vidéo. Bon les gars, c'est bien de vouloir démonter un projet, mais autant faut mettre des arguments qui existent. Donc on est ici pour justifier, je suis ici pour répondre à certains commentaires sous la vidéo qui n'avaient aucun sens, hein, faut être honnête. Et donc on est ici pour expliquer tout ça, et donc avec cette nouvelle version, d'autant plus que là c'est une nouvelle version, c'est une version électromagnétique en fait, parce que je vous ai montré la version simple la dernière fois avec les frottements dans l'ancienne vidéo, où je vous expliquais que deux jets d'eau vont se frotter ensemble, donc chauffer et donc ralentir. De la même manière qu'on peut imaginer, je ne sais pas, deux grains de sable qui se frotteraient et ralentiraient, ou deux balles tirées par deux fusils qui se frottent, les balles se frotteraient ensemble. On peut imaginer le même principe, comme vous frottez vos mains, elles chauffent. Donc comme il y a une partie de l'énergie cinétique macroscopique qui est convertie en température, cette énergie-là, du coup, elle peut pas venir taper en fait le bout de la boîte, tout simplement. D'où la différence de quantité de mouvement. Parce que si la quantité de mouvement a tendance à être une grandeur qui se conserve dans beaucoup de cas, écoutez bien, ça ne peut pas être le cas dans le cadre des frottements ou dans le cadre de l'induction qu'on va voir ici. Donc je vais vous lancer la nouvelle vidéo, vous allez comprendre, c'est assez simple. Donc on imagine toujours une boîte. Dans cette boîte, cette fois-ci, on a, c'est tout simple, une bobine, voilà, qui est représentée, hein, désolé pour l'éclairage, je suis pas très doué en 3D, puis mon ordi canne. Donc on a une bobine qui est ouverte ou fermée selon comment on le décide. Ça, on verra, c'est pour l'exemple. À l'intérieur, il y a un aimant. De cette bobine, un aimant permanent. Au départ, à l'instant t égale 0, l'aimant et la boîte, ils sont, on va dire, connectés ensemble. Par souci de simplification, je ne représente pas ce qui va pousser la bobine ou pousser l'aimant. Ça peut être un tas de mécanismes différents, d'un simple élastique à un piston. Donc voilà ce qui va se passer. À l'instant t égale 0, on va exercer une force de répulsion entre la bobine et la boîte. La bobine part donc vers la gauche, tandis que la boîte part dans l'autre sens. Action-réaction. À ce moment-là, normalement, la quantité de mouvement de la bobine est strictement égale à la quantité de mouvement de la boîte. Effectivement, là, jusqu'à présent, il y a conservation de la quantité de mouvement. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la bobine est partie à vitesse V, la boîte part à vitesse V maintenant. On a exercé une force. Donc maintenant, les deux continuent avec leur quantité de mouvement respective. M fois V d'un côté et moins MV de l'autre. Mais maintenant, on va balancer l'aimant. On va balancer maintenant l'aimant, mais plus rapidement, de sorte à ce qu'il rattrape la bobine. Hein, il suffit qu'il soit plus rapide, il rattrape la bobine. Donc là, on balance l'aimant. Qu'est-ce qui se passe? L'aimant fait aussi une force de action-réaction contre la boîte. Donc à ce moment-là, la boîte a exactement la même quantité de mouvement que celle de la bobine, plus de celle de l'aimant, mais de manière opposée, de signe opposé. Actuellement, à ce moment-là, pour l'instant, il y a toujours conservation de la quantité de mouvement. C'est à partir de maintenant que la conversion d'énergie va se faire. Quand l'aimant va rattraper la bobine, qu'est-ce qui se passe quand tu as un aimant qui passe dans une bobine à vitesse V? Ça s'appelle de l'induction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au départ, je rappelle, à l'instant t égale 0, la bobine exerce une force de répulsion avec la boîte. Les deux se repoussent. MV d'un côté égale MV de l'autre. Conservation de la quantité de mouvement. Puis on repousse l'aimant et la boîte. Conservation de la quantité de mouvement. Mais l'aimant rattrape la bobine. Et comme il rattrape la bobine, l'aimant, quand il passe dedans, il y a une induction. Donc là, si on mettait une LED, si on branchait une LED sur la bobine, elle s'allumerait. Il va bien falloir comprendre, les amis, que l'énergie ne se perd pas, ne se crée pas, elle ne fait que se transformer. Si on a une LED qui s'allume là, cette énergie lumineuse, ce sera l'énergie qu'aura été prélevée d'où? Elle vient d'où cette énergie? Elle vient de la vitesse de l'aimant et de la vitesse de la bobine. Donc autrement dit, si on fait briller la LED, la bobine et l'aimant, ils vont venir taper la boîte moins vite que ce qu'ils auraient dû s'il n'y avait pas eu ce phénomène d'induction. Tandis que la boîte, elle, n'a pas subi l'induction. La boîte, c'est du plastoc, elle ne subit pas l'induction. Donc la boîte, elle, ne subit pas de perte de quantité, de conversion de quantité de mouvement. L'aimant, en passant dans la bobine, il génère une induction, donc du courant dans la bobine. Ce courant dans la bobine, cette énergie, elle a ralenti l'aimant et ralenti la bobine. Ce qui fait que quand ils vont taper le bout de la boîte, ils auront perdu en quantité de mouvement. À ce moment-là, quand ils tapent la boîte,
eh ben la boîte a plus de quantité de mouvement que eux. La conservation de la quantité de mouvement a été rompue. Pourquoi elle a été rompue? Bah, grâce à la conservation de l'énergie. Il est impossible que la bobine et l'aimant viennent taper à la même vitesse alors qu'il y a de l'électricité qui s'est produite dans la bobine. Il y a une LED qui s'est allumée. On peut imaginer des LED, voire plusieurs, qui s'allument et avec un gros aimant, des champs magnétiques intenses, on peut imaginer avoir un beau taux de conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique. D'autant plus que là, l'avantage par rapport au frottement, bah, c'est que l'aimant n'a pas besoin de toucher la bobine. Donc ça évite une usure mécanique des pièces. Par exemple, si on voulait balancer 2 cubes qui se frottent, c'est mieux pour convertir l'énergie cinétique macroscopique en une autre forme d'énergie. Le frottement, ça génère de la chaleur, c'est un peu con. Là, on pourrait imaginer à terme une bobine supraconductrice, et à ce moment-là, 100% de l'énergie serait convertie en énergie électrique sans chaleur, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile derrière à évacuer cette énergie électrique, par exemple avec une LED, comme je vous expliquais. Si on met une LED, là, on imagine donc ça dans l'espace, cette boîte dans l'espace, du coup, la bobine, du fait qu'il y ait l'aimant qui est passé dedans, qu'il y ait une induction, la boîte a plus de quantité de mouvement que la bobine à l'impact, la conservation de la quantité de mouvement est rompue. Deuxième loi de Newton, la somme des forces n'est plus nulle, donc on a une accélération m fois a. Bah, ça dure juste le temps de l'impulsion. Ensuite, tout le système est donc animé d'une vitesse v. Alors là, je vais vous demander un peu d'imagination, c'est que je suis pas doué. Là, la boîte, elle revient pas. Là, faut imaginer qu'elle continue d'avancer. Oui, il n'y a pas le fond qui circule derrière, mais il faut imaginer qu'elle continue d'avancer. Avec mon ordi, je galère. Mais là, imaginez, du coup, elle est à vitesse V maintenant. Parce que vous allez me dire, ok Alex, on a bien compris la première étape. Tu balances la bobine, tu as du recul. Exact. Le même recul que celui de la bobine. Action-réaction. Puis tu balances l'aimant. Le même recul. Normalement, les deux, ils devraient taper la boîte, et moi, les taper avec la même force. Sauf que moi, la boîte va les taper avec plus de force parce que eux, une partie de leur énergie aura été convertie par induction en énergie électrique qui a fait briller une LED et cette lumière, elle s'est barrée. On est d'accord. Donc on a quand même un échange d'énergie avec l'extérieur, thermodynamique. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a la boîte qui avance à vitesse V, avec la bobine et l'aimant qui se retrouvent au bout. Et tu vas me dire, Alex, ouais, mais comment on fait pour refaire une deuxième poussée? Bah, cette fois-ci, il suffit simplement de faire revenir l'aimant et la bobine, mais à la même vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Si on les fait revenir à la même vitesse. Je vais lancer la vidéo. Ah ouais. Eh bah, s'ils reviennent à la même vitesse, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe exactement ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, la bobine et l'aimant vont faire action-réaction sur la boîte pour revenir. Et la boîte va aussi faire action-réaction. Mais cette fois-ci, comme il n'y a pas d'induction entre la bobine et l'aimant, dans le sens retour, il n'y a pas donc de perte de quantité de mouvement de la bobine et de l'aimant. Donc, dans le sens retour, il y a conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement dans mon système n'est rompue que quand on balance d'abord la bobine, puis ensuite l'aimant. Ou l'inverse, d'abord l'aimant, ensuite la bobine. Du coup, il y a une vitesse mutuelle entre la bobine et l'aimant qui permet de créer une induction. Et donc c'est pour ça que quand la bobine et l'aimant vont taper le bout de la boîte dans la première étape, ils vont perdre de l'énergie cinétique au profit de la LED qui s'allume. Conservation de l'énergie. Par contre, dans le sens retour, on va les faire revenir à la même vitesse. Comme on les fait revenir à la même vitesse, il n'y a pas d'induction, pas de perte de quantité de mouvement, donc ça ne va pas annuler le mouvement de la boîte qui a été créé. Je m'explique. La boîte, là, on imagine que quand on était ici, la boîte, elle avançait à vitesse V. Genre là, la boîte, elle avance à 60 mètres par seconde. Maintenant, imaginez que c'est l'ISS. Il y a Thomas Pesquet dans l'ISS qui avance à 60 mètres par seconde. Bah, pour aller d'un bout à l'autre de l'ISS, il a juste à pousser d'un côté pour retourner de l'autre. Ça arrête pas la station spatiale, on est d'accord? Bah là, c'est pareil. Une fois qu'on a créé la première impulsion, on a le truc qui va à vitesse V. Et ensuite, pour refaire une deuxième poussée, il faut simplement faire revenir le système dans son état initial, mais comme je vous ai bien expliqué, cette fois-ci, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'induction dans la bobine et dans l'aimant, pour ne pas qu'il y ait perte de quantité de mouvement et pour qu'il y ait bien égalité, pour justement pas annuler le premier mouvement. Et ensuite, on peut répéter l'opération. C'est pas très très clair, je sais, peut-être pour certains, parce que mais normalement, si vous voyez bien le truc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est la première étape. Donc vous voyez l'intérêt de ce système électromagnétique. Il est plus simple à mettre en œuvre qu'avec le frottement. C'est vrai que le frottement, c'était un gros bordel parce que le frottement entre deux liquides, bah, il est faible. Donc il fallait des grandes surfaces de liquide. On aurait pu imaginer des fluides non newtoniens comme la maïzena, mais quel bordel à essayer de balancer avec des pompes. J'étais parti sur un modèle avec du sable, où je voulais balancer du sable, genre avec des sableuses, parce que les grains de sable se seraient bien frottés. Vu que quand même la capacité thermique massique du sable est pas trop dégueulasse. Bref,
Et en fait, tout simplement, après, je me suis un peu creusé les méninges et je me suis dit, mais c'est vrai, Alex. L'induction, c'est une sorte de frottement magnétique, sauf qu'au lieu de convertir en chaleur, ça convertit en courant électrique, quoi. Et en plus, ça se fait à distance. Donc, cette option-là a l'air beaucoup plus réalisable que le coup de mes pompes. Donc là, je suis en train d'essayer de réaliser un prototype. J'ai commandé des petits aimants néodyme, une bobine, je vais tout mettre autour d'un axe. Alors, je sais pas encore exactement avec quoi je vais pousser la bobine, puis l'aimant. Et avec quoi je vais les faire revenir. Sachant que, n'oubliez pas, le truc le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait différence de vitesse entre la bobine et l'aimant à l'aller, mais pas au retour. Parce que si vous le faites au retour, la différence de vitesse, ça va annuler le premier mouvement. C'est logique. Bref. Donc, maintenant, il faut bien un truc. Dans les commentaires de la première vidéo, j'ai vu des trucs du style. Alors, on va passer maintenant aux conneries un peu que j'ai vues. Voilà. J'ai vu du style, des trucs. Alex, t'as rien compris. Les tuyères des fusées, ça ne sert pas à transformer l'énergie cinétique la température du gaz en vitesse. Bien sûr que si, vous pouvez regarder un article super simple, vous pouvez juste aller sur Wikipédia, tout le monde le sait, vous regardez, hein, une tuyère, a pour objectif, donc ça permet, attends, j'arrive pas à dire, voilà, de transformer l'énergie thermique de celle-ci en énergie cinétique. Je m'explique. Les gaz d'une fusée, ici, là, s'ils sont éjectés à 800 degrés, ça fournit pas plus de poussée que s'ils sont éjectés à 200 degrés. Non. Par contre, s'ils sont à 800 degrés ici, et que la forme de la tuyère permet de convertir cette température en vitesse, à la sortie de la tuyère, ils vont plus vite, mais ils sont plus froids. Conservation de l'énergie. D'accord ? Donc, première chose, des gens qui n'avaient pas compris. Donc, nous, c'est un peu l'inverse d'une fusée que je fais dans mon invention. Dans une invention, on essaye de convertir la température en énergie cinétique. Moi, dans le cadre de mes frottements, c'est l'inverse. Je convertis l'énergie cinétique en température. Tu vois ? Mais bon, le coup des frottements, c'est pas top. Bon, ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit aussi que, en gros, les gaz de la fusée, ils frottaient contre la paroi de la tuyère. Et c'est vrai. Mais après, une fois que les gaz sont sortis de la tuyère, là, les gaz qui sont ici, ils frottent plus contre ta tuyère. Ils frottent avec les frottements de l'air. Donc, dans le cadre où il n'y a pas d'air, tu peux imaginer imagine que c'est une masse, là, imaginez ce point rouge. Ce point rouge, oui, pendant tout le temps, il est dans le tube, il va frotter le tube, mais dès qu'il est sorti de ce tube, là, il frotte plus à rien, là, le truc rouge. C'est juste, effectivement. Mais effectivement, dans le cadre de mon invention, parce que les gens me disaient, tu sais, il y avait 2 tuyaux. Ils me disaient, ouais, ça va frotter contre le tuyau. Oui, sur une partie du tuyau. Mais après, tout ce qui est en dehors du tuyau, ça frotte pas sur le tuyau, par définition. Et sinon, on serait dans la merde. Non, t'imagines, ça voudrait dire que tu mets des coups de marteau sur ton jet d'eau et que ça se répercute sur ton tuyau. Putain. Quand t'arroses les tomates, ça serait un peu casse-couille quand même. Bon, alors les amis, donc du coup, ça c'était l'autre chose à comprendre au niveau des fusées. Donc tu vois, c'est un peu nous c'est un peu le principe. Le principe inverse. Alors voilà. Donc, si dans la première invention, dans la première version du propulseur à transfert d'énergie cinétique, on prenait l'énergie interne du système et on convertissait une partie de l'énergie cinétique macroscopique, donc la vitesse des jets d'eau ou la vitesse des grains de sable ou la vitesse des 2 balles ou la vitesse de la bobine et de l'aimant, et on les convertissait en chaleur, c'est-à-dire en énergie cinétique microscopique. Bon, bah là, avec cette nouvelle version à induction, le propulseur à transfert d'énergie cinétique inductif, et ben à ce moment-là, on va transférer une partie de l'énergie cinétique macroscopique, donc de la vitesse de la bobine et de la vitesse de l'aimant, on va la convertir en une énergie potentielle microscopique qui va être en fait la force électromotrice fournie par le courant dans la bobine. Selon le principe d'induction, la force électromotrice égale moins dφ sur dt, avec dφ qui est le flux magnétique, donc B scalaire ds. Hein. Donc voilà. En fait, cette nouvelle version, donc, elle offre l'avantage de ne pas avoir de contact mécanique entre la bobine et l'aimant, donc entre les 2 corps supposés se ralentir. Donc au lieu que ce soit 2 jets d'eau qui se frottent, 2 maïzena qui se frottent, ou 2 grains de sable qui se frottent, ou 2 cubes qui se frottent, là, il y a un ralentissement qui se fait par induction. Donc, premier avantage. Deuxièmement, les équations parlent d'elles-mêmes. La force électromotrice, c'est dφ sur dt, donc avec des grands champs magnétiques, avec des champs magnétiques intenses, on n'a pas besoin de se taper des grosses surfaces de malade mental. D'autant plus que les surfaces sont plus faciles à obtenir sous une forme d'une bobine, vu que ça correspond aux boucles. Donc c'est quand même beaucoup plus facile que d'essayer de se faire chier à faire des grandes tranches de fluide comme dans l'ancienne version. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà à peu près le principe. Le principe, donc, du coup, du propulseur à transfert d'énergie cinétique inductif. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va créer une différence de quantité de mouvement dans la boîte. C'est-à-dire que la boîte aura plus de quantité de mouvement que la bobine et l'aimant.
Comme dans le premier cas où la boîte avait plus de quantité de mouvement que les deux jets d'eau, que les deux grains de sable ou que les deux masses. Et c'est pas magique. Il y a rien de révolutionnaire dans les lois physiques, quelque part. Je suis désolé. J'ai juste été, sans me vanter, un peu ingénieux de trouver la faille. Mais regardez au niveau des lois. Les lois physiques ne changent pas. On a bien somme des forces qui est plus nulle, donc M fois A. Mais maintenant, comment j'ai fait en sorte que la somme des forces soit plus nulle? Bah, c'est très simple. La bobine et l'aimant. Il y a une bobine qui passe dans un aimant. Ça crée de l'induction, donc du courant qui allume une LED. Donc toute l'énergie qui part dans la LED, elle part plus dans l'impact. Si elle part plus dans l'impact, la bobine et l'aimant ont moins d'impact que la boîte. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu prends un objet A et un objet B, qu'il y en a un qui a plus de quantité de mouvement que l'autre? Ils peuvent s'emporter. Tu vois, c'est tout con. Genre tu prends, je sais pas moi, comment t'expliquer? Bah t'as qu'à imaginer un vaisseau spatial et une poussière. T'imagines un vaisseau spatial qui avance à vitesse V, une poussière qui est à l'arrêt sur la trajectoire. Tu vois, comme la quantité de mouvement du vaisseau spatial est plus grande que la quantité de mouvement de la poussière, le vaisseau va emporter la poussière. Sinon, tu t'imagines, la moindre poussière, ça arrêterait tous les satellites. On serait quand même sacrément dans la merde. Donc, bon, bah là, c'est exactement pareil. T'as ma boîte qui va avancer à vitesse V, elle va rencontrer une bobine et un aimant, mais qui n'auront plus la même quantité de mouvement qu'elle. Donc, il y aura un mouvement. Puisque la somme des forces sera plus nulle, tout simplement. Voilà. Le propulseur à transfert d'énergie cinétique à version induction. Donc écoutez, moi j'essaye de passer à une réalisation pour l'instant du prototype, donc avec, je vous ai dit, à partir d'aimants, à partir de bobines, que je vais mettre autour d'un axe et tout ça. Je pense que je vais faire un truc à peu près comme ça. Hein. Je sais pas, après je suis dans un petit appart, donc je peux pas faire des trucs trop gros. Je vais faire quelque chose comme ça. Bon, alors je sais pas combien je vais réussir à pouvoir convertir en énergie cinétique par induction. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais au moins c'est que je pourrais mesurer et voir un ordre de grandeur. Et il est certain que toute l'énergie qui fera briller la LED dans la bobine, ce sera l'énergie qui aura été prélevée sur l'énergie cinétique macroscopique de la bobine et de l'aimant, qui, je le rappelle, pendant tout le trajet du point A au point B, d'un bout à l'autre de la boîte, ne touche rien. Je le rappelle. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à regarder les vidéos, j'en ferai peut-être une troisième. Écoutez, on verra avec les retours sur celle-là. Donc voilà, le propulseur à transfert d'énergie cinétique.